Monsieur, nous voici presque au terme de cette phase de la campagne présidentielle. Il y a quelque chose qui a frappé beaucoup de gens. Vous avez parlé de changement, vous avez pris des engagements pour l'avenir. Alors beaucoup de gens se posent aussi la question, pourquoi est-ce que tout cela, vous ne l'avez pas fait comme Premier ministre, puisque vous avez été Premier ministre pendant 6 ans? Comment est-ce que la masse de l'opinion doit croire les engagements que vous avez pris, cette volonté de changement que vous avez affirmée? Écoutez, je pourrais vous répondre comme disait jadis Aristide Briand, je crois, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas. Mais en réalité, la chose est tout de même plus compliquée. D'abord, au cours de mes 6 années de gouvernement, je n'ai cessé de changer et d'évoluer. Et j'ajoute que les 10 mois que je viens de passer dans la réflexion m'ont amené aussi à changer et à évoluer. Et puis, le problème n'est pas de savoir uniquement si moi j'ai changé. Il faut aussi regarder si les circonstances changent, si la France change. Le retrait du général de Gaulle étant lui-même un énorme changement. Et le scrutin du 27 avril a montré aussi, chez les Français, un désir de changement. Eh bien, je ne suis pas, pour ma part, l'homme de l'immobilisme. Je ne crois pas qu'il faille se figer et rester éternellement le même. Je crois au contraire qu'il faut essayer de suivre l'évolution. Je dirais même qu'il faut la précéder et quelquefois l'accélérer pour faire de notre pays un pays moderne et un pays nouveau. Et puis vous savez, pourquoi ne demanderiez-vous pas à mes concurrents, qui ont été pour la plupart des hommes de la 4e République, s'ils ont changé? Et quelles preuves nous donnent-ils de ce changement? Et quelles garanties nous donnent-ils de ce changement? Alors, puisque vous parlez de vos concurrents, il y en a un qui a mis sur une affiche, je crois, qu'il serait le président de tous les Français. Je voudrais vous demander, est-ce que vous vous considérerez comme le président de tous les Français, ou bien, ayant été comme Premier ministre à la tête d'une majorité, vous serez davantage l'homme de cette majorité? Écoutez, je crois que le président de la République, élu au suffrage universel, se doit d'être l'homme de tous les Français, y compris même de ceux qui n'ont pas voté pour lui, bien entendu. Je crois qu'il doit défendre les intérêts généraux et permanents de la France et par conséquent de tous les Français. Mais je crois aussi qu'il faut qu'il puisse gouverner, qu'il faut qu'il puisse avoir un gouvernement et qu'il faut que ce gouvernement puisse disposer d'une majorité. Et je ne vois absolument pas la contradiction qu'il y a entre, d'une part, incarner son pays, essayer d'être l'homme de tous les Français, et d'autre part, essayer de gouverner et pour cela tenir compte des nécessités politiques, et c'est-à-dire notamment de la nécessité d'une majorité pour soutenir un gouvernement. Je vais vous poser une question plus personnelle, si vous le permettez. Oui. Beaucoup de gens, adversaires comme partisans, vous reconnaissent des qualités d'autorité, d'habileté. Mais est-ce que ce sont ces qualités que les Français attendent d'un président de la République? Est-ce que ce sont les qualités qu'il faut pour un président de la République? Est-ce que vous pensez, compte tenu des circonstances, des concurrents et puis de la vie qui a été la vôtre, que ces qualités, ce sont celles qu'il faut à un président de la République? Alors moi je vous demanderai, cher monsieur, est-ce qu'il faut qu'un président de la République soit faible et maladroit? Eh bien, en vérité, je ne le crois pas. Quant à être trop autoritaire, quand j'étais Premier ministre, la presse d'opposition, pour essayer de me mettre en contradiction avec le général de Gaulle d'ailleurs, disait fréquemment que j'étais, au contraire, un homme de souplesse, d'ouverture, d'évolution, une sorte de véritable radical. Et maintenant, voici qu'on dit le contraire. Pourquoi dit-on le contraire? Je crois probablement parce que l'on espère faire peur aux Français et leur donner le goût d'une certaine impuissance. Eh bien, je ne crois pas que les Français auront le goût de l'impuissance. En tout cas, n'oublions pas que le chef de l'État doit essayer de mener la France et de diriger un gouvernement à travers des écueils permanents, des difficultés permanentes, extérieures et intérieures. Il n'y a donc pas intérêt à ce qu'il soit trop malhabile. Et d'autre part, eh bien, il faut qu'il soit libéral, il faut qu'il soit ouvert. Je pense que c'est le désir du peuple à l'heure actuelle. Je pense aussi, enfin j'ai la faiblesse de penser que c'est mon tempérament.
Il y a un fait nouveau dans cette campagne présidentielle par rapport à la campagne présidentielle précédente de 1965. Il y a un candidat, M. Defferre, qui a annoncé par avance qui il désignerait comme Premier ministre. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi est-ce que vous ne l'avez pas fait vous-même? Ah, eh bien, je ne l'ai pas fait, figurez-vous, parce que je respecte la Constitution. Et que, à mon avis, désigner par avance le Premier ministre, c'est aller contre la Constitution doublement. C'est violer à la fois l'autorité du chef de l'État et les pouvoirs de l'Assemblée nationale, les pouvoirs du Parlement. Quant au chef de l'État, c'est évident. Le chef de l'État est élu pour 7 ans. Il peut avoir, au cours de ces 7 années, il est même probable qu'il aura, au cours de ces 7 années, le sentiment, à un moment ou à l'autre, qu'il doit changer de Premier ministre, ne serait-ce que pour répondre à un mouvement d'opinion, parce que la situation a changé. C'est d'ailleurs ce qu'a fait le général de Gaulle, puisque en 10 ans, il a pris 3 premiers ministres successifs. Et puis c'est aussi, vous le savez, violer les droits du Parlement, parce que l'Assemblée nationale peut renverser le gouvernement. Elle peut donc provoquer le départ d'un Premier ministre. Si ce Premier ministre était lié par l'élection populaire au président de la République, ça consisterait à dire à l'Assemblée, vous n'avez pas le droit de renverser le Premier ministre, ou alors vous mettez en cause l'élection présidentielle et l'élection même du président de la République. Eh bien, je crois que ça serait à la fois néfaste et anti-institutionnel. Et d'ailleurs, je ne suis pas sûr que M. Defferre aurait pris cette position s'il avait espéré être élu. Parlons un petit peu de votre campagne. Il y a un thème que j'ai retrouvé, je ne suis pas le seul naturellement dans ce cas, très souvent dans les discours que vous avez prononcés, dans les affiches qui sont faites en votre faveur, c'est le thème de l'efficacité. En quoi est-ce que vous pensez pouvoir être particulièrement efficace, ne serait-ce qu'au regard de vos concurrents? Vous savez, il est un peu difficile de parler de soi et de faire son propre éloge. Et dans une campagne électorale, c'est ce qui est particulièrement désagréable. Parce que, qu'on le veuille ou non, on y est d'un petit peu tenu. Néanmoins, je crois pouvoir parler d'efficacité en ce qui me concerne, parce que j'ai une large expérience de la vie. J'ai été fonctionnaire, j'ai été universitaire, j'ai été dans les affaires privées, où j'ai montré, me semble-t-il, une certaine efficacité, puisque j'ai gravi très rapidement les échelons. Et à ce propos-là, d'ailleurs, je pense que ce système que l'on voit beaucoup en Amérique, où les hommes de gouvernement passent par la direction des grandes affaires et puis reviennent au gouvernement, ce système n'est pas si mauvais en soi parce qu'il permet de voir les choses de 2 côtés différents et il permet de mieux sentir les réalités et comment on peut les dominer, non pas dans l'intérêt des affaires, bien entendu, mais dans l'intérêt général. Et puis j'ai été tout de même 6 ans au gouvernement et le simple fait de pouvoir y rester 6 années prouve que tout de même je ne devais pas avoir si mal réussi. J'y ai porté ce goût que j'ai des choses réelles, des choses pratiques. Et lorsque sont arrivés les troubles de mai, j'ai aussi, me semble-t-il, montré que je pouvais résister à la tempête et à l'émeute de façon convenable, de façon efficace. Alors oui, je crois pouvoir parler d'efficacité sans aucune vanité, croyez-le bien. Monsieur, il y a, vous le savez, des millions de Français sans doute qui se réclament de la gauche, qui sont fidèles aux valeurs ou aux traditions qui se résument dans ce mot de gauche. Est-ce que vous pensez que ces millions de Français pourraient avoir des raisons, peuvent avoir des raisons de voter pour vous? Et pourquoi non? La recherche de la paix, l'indépendance nationale, le rapprochement avec tous les peuples, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, ce sont des idées que je partage avec beaucoup de gens de gauche. Et à l'intérieur, l'idée qu'il faut faire une France moderne et assurer le progrès économique pour permettre un réel progrès social, je ne vois pas ce que ça a de contradictoire avec la gauche. Et j'en dirai autant de ce qui me tient tellement à cœur, qui est la liberté de l'esprit, et peut-être même après tout, l'esprit tout court. Monsieur, vous avez vu que l'un de vos concurrents, monsieur Alain Poher,
a fait publier une liste de 12 points de son programme, de 12 orientations précises dont il veut s'inspirer s'il est élu président de la République. Pourquoi est-ce que vous n'en avez pas fait autant? Écoutez, je vous demande de retirer le mot précis en ce qui concerne le programme de M. Alain Poher. Il a en effet dépeint le paradis en 12 points. D'habitude, l'Église nous a appris qu'il y avait 10 commandements pour atteindre le paradis. Pour le paradis terrestre de M. Poher, il y en a 12. Pour ma part, je préfère me contenter d'orientations générales, d'idées générales, d'une part, et d'autre part, d'engagements précis, particuliers, et dont je sais que je pourrais les tenir immédiatement. Une dernière question, monsieur. Vous n'avez pas été sans remarquer que tous vos concurrents, de l'extrême droite à l'extrême gauche, quelle que soit leur étiquette ou leur tendance, s'en prennent principalement à vous. C'est un peu comme si ce combat était à tous contre un. Quelle explication est-ce que vous voyez à ce renversement de la situation traditionnelle des candidats qui d'habitude s'affrontent les uns ou l'autre dans une mêlée un peu plus confuse? Eh bien, je crois qu'il y a deux explications. La première, c'est qu'ils ont tous envie d'essayer d'effacer tout ce que le général de Gaulle et la Ve République nous ont apporté. C'est leur envie profonde, même s'ils ne l'avouent pas. La seconde, eh bien, c'est peut-être qu'ils ont l'impression que j'ai une bonne chance d'être élu. Et en effet, j'ai cette chance d'être élu, surtout si tous ceux qui me soutiennent, et j'en ai vu des dizaines et des dizaines de milliers en France, se donnent la peine d'ici dimanche, chacun, de convertir un indécis. C'est cela que je leur demande.